Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Aymeric Caron, député Révolution écologique pour lui vivant de Paris, membre du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Patrick Roger. La dernière semaine sur la réforme des retraites, la journée de manifestation demain, le vote ou pas jeudi à l'Assemblée, nous allons l'évoquer, ainsi que les autres sujets du moment qui concernent les filles, l'avenir de la gauche et vos combats, la défense des animaux. Commençons donc par la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous ne craignez pas que ça fasse un flop, sachant que les deux premiers décrets d'application ont été publiés ce week-end et les Français vont peut-être passer à autre chose, quoi, non ? Je ne vais pas vous cacher qu'il doit y avoir forcément une forme de découragement face à la cécité, face à la surdité de ce gouvernement qui ne veut absolument pas entendre. Je vous rappelle, Patrick Roger, que la majorité des Français continue à dire on ne veut pas ce texte, on ne veut pas cette réforme, on veut que le texte du groupe Lyotte soit discuté, donc qui prévoit de supprimer le passage de l'âge de la retraite à 64 ans jeudi dans la niche du groupe Lyotte, que ce texte soit discuté à l'Assemblée. Et puis, on a un gouvernement, vous venez de le rappeler, qui continue à faire avancer cette loi avec les décrets d'application. Donc forcément, bien évidemment, on ne va pas se mentir, il y a forcément, j'imagine, une part de découragement chez certains Français, chez certaines Françaises. Mais il faut être là pour montrer néanmoins que le peuple ne se laisse pas faire comme ça. Demain, alors, ce sera une sorte de baroud d'honneur, alors, en quelque sorte, la journée de manifestation des opposants à la réforme des retraites. Je ne sais pas si c'est un baroud d'honneur. Il faut marquer le fait que les Françaises et les Français sont toujours mobilisés contre ce texte et que ça passe toujours pas. Certes, il y a un passage en force, on l'a bien compris. Une fois de plus, ce qui va se passer dans la niche du groupe Lyotte, il faut le scruter, il faut le regarder et il faut dire à ce gouvernement qu'on ne veut pas se laisser faire quoi qu'il en soit. Et puis que de toute façon, même si là, cette fois-ci, ça ne passe pas, c'est-à-dire que si on est obligé de faire avec ce texte, eh bien, il y aura un avenir. C'est-à-dire tout va pas s'arrêter. Tout va pas s'arrêter. C'est-à-dire peut-être un changement de gouvernement, un changement de majorité à un moment donné. Et... Bien sûr, il y aura un changement de gouvernement un jour, ça c'est une évidence, et il y aura aussi un jour un changement de majorité. Vous avez raison. Oui. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir aussi multiplié les amendements qui ont bloqué un petit peu les débats à l'Assemblée et qui ont finalement empêché un vote, quoi ? Je ne sais pas s'il aurait eu lieu, mais peut-être. Non, là on revient donc plusieurs mois en arrière. Hein. Oui. Non. Ce qui s'est passé, on le rappelle, même si on en a beaucoup parlé à l'époque, c'est que le gouvernement a choisi une procédure accélérée, complètement incohérente en raison du texte étudié, la réforme des retraites, qu'on a fait passer sur une loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, ça n'avait aucun rapport, et sur une procédure accélérée qui ne permettait pas d'étudier l'entièreté de la loi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'amendements qui ont été déposés, mais pas plus que dans d'autres circonstances auparavant. Vous redoutez demain des tensions, des violences lors de la manifestation, justement, par des gens qui, comme vous l'avez dit, sont déçus les gens qui sont déçus ne sont pas des gens violents, ce sont des gens qui sont effectivement... Mais il y a des black blocs qui sont attendus, quoi, encore. Oui, alors la question des black blocs, elle est un peu différente tout de même que celle de la colère populaire. C'est deux choses complètement différentes. Le phénomène des black blocs, effectivement, est assez instrumentalisé par le gouvernement, notamment pour tendre à faire croire que la gauche serait violente. Pourquoi instrumentalisé ? Eh bien parce qu'en même temps, ils sont là, ils existent. Oui, ces black blocs. Les black blocs, c'est un phénomène qui est né il y a très longtemps, à la fin des années 90. C'était pas en France, c'était aux États-Unis, en Allemagne d'abord, aux États-Unis ensuite. Et effectivement, il y en a également qui aujourd'hui agissent en France. Mais les black blocs, ce n'est pas la gauche politique ou la gauche écologiste. C'est deux choses complètement différentes. Bon, que ferez-vous donc jeudi à l'Assemblée ? Quelle va être votre attitude, vous-même et le groupe LFI ? Qu'est-ce que l'on fera ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous avez prévu des choses spécifiques lors du vote, la journée du vote ? D'abord, on va regarder comment ça se passe, parce que la question est de savoir si oui ou non on va pouvoir discuter de cette fameuse loi. La proposition de loi. La proposition de loi qui vise en effet à abroger le passage de la retraite à 64 ans. Alors, vous savez qu'en commission, ce texte a été complètement vidé de son contenu. Donc, on va essayer... Le groupe Lyotte va essayer de redéposer un amendement qui va permettre de rediscuter de ce passage à 62 ans.
Mais on s'attend à ce qu'il y ait un blocage de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui pourrait déclarer cet amendement irrecevable en raison de ce fameux article 40. Vous savez, les Françaises et les Français sont en train de devenir très techniciens, spécialistes de la Constitution, parce qu'avec tous les outils que ce gouvernement utilise pour ne pas mettre en place justement les circonstances de la démocratie, ben effectivement, on entend parler de toutes sortes d'articles depuis quelques mois. Oui. Bon, vous prévoyez une action, mais vous ne voulez rien dire ce matin, Aymeric Caron, avec le groupe, où il n'y a pas encore de stratégie précise? Non, je vais être très franc, il n'y a pas, au moment où je vous parle, il n'y a pas un happening qui a été prévu. Un mot sur les violences dans la société. Hier, il y a eu un hommage en la mémoire de Clément Méric, tué il y a 10 ans lors d'une bagarre avec une bande de l'ultra-droite. La menace de l'ultra-droite est toujours présente? Alors, c'est pas qu'elle est simplement toujours présente, c'est qu'elle est plus présente que jamais. Oui. Elle s'était fait un petit peu oublier. Et depuis, justement, l'assassinat de Clément, le meurtre de Clément Méric, eh bien, effectivement, cette menace n'a cessé de grandir à nouveau. Et aujourd'hui, les spécialistes du renseignement nous disent même que la menace liée au groupuscule d'extrême droite est la principale menace terroriste dans ce pays aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'elle est sous-évaluée par ceux qui nous dirigent, ou en tout cas, dans leur discours, ils font mine qu'elle n'existe pas. On a, il y a quelques mois, il y a Libération qui nous avait fait une enquête expliquant qu'il y avait tous les 2 jours en France des incidents liés à l'extrême droite, c'est-à-dire soit une agression, soit une dégradation. Il y a ces maires aujourd'hui qui sont menacés. Le maire pas toujours par l'ultra-droite, les maires menacés, ça peut être aussi dans d'autres circonstances. Ça peut être dans d'autres circonstances, ça peut être effectivement... Et l'ultra-gauche n'a pas montré non plus l'exemple. Justement, ça je trouve que c'est une comparaison qui, à mon avis, est vraiment fallacieuse, voire malhonnête, mais si je ne vous soupçonne pas, vous, Patrick Projet, non, mais pourquoi ? Parce que ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire, vous prenez les faits, tout simplement, vous allez constater que vous n'allez pas trouver aujourd'hui, par exemple, de personnes qui a été, et fort heureusement d'ailleurs, tuées par des militants de la gauche depuis 10 ou 20 ans en France. Ça n'existe pas. Par exemple, Federico Aramburu, le rugbyman, a été tué par 2 anciens membres du GUD. Et à Paris, des attentats contre des mosquées en France ont été commis par d'anciens militants du Rassemblement National ou du Front National. Le maire de Saint-Brévin, il a bien été menacé par des militants d'extrême droite. Le maire de Montjoie, actuellement, il a été menacé lui aussi par un youtubeur d'extrême droite, relayé dans ses menaces par Valeurs Actuelles, qui est un journal d'extrême droite. En fait, ce que vous regardez aujourd'hui... d'extrême droite, Valeurs Actuelles? Ah bah oui. Pas forcément, si, à tel point, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans cette embrouille qui n'intéresse peut-être pas de nous dire, à tel point que son directeur de la rédaction est aujourd'hui mis à pied, justement parce que le propriétaire du journal trouve qu'il est devenu beaucoup trop d'extrême droite. Donc, il est vraiment d'extrême droite aujourd'hui. Tiens, à ce propos d'ailleurs, Éric Nolot a été écarté du festival de Cabourg parce qu'il aurait donné une interview à Valeurs Actuelles. Comment jugez-vous cette décision ? Oh, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de sectarisme, d'intolérance, quoi ? Non, moi, à partir du moment... Parce que la directrice du festival dit « Je suis assez d'accord ce que vous dites par rapport au wokisme et la cancel culture, mais vous avez donné cette interview à Valeurs Actuelles, donc on ne peut pas vous accepter. » Pour moi, ça n'a aucune importance. Éric Nolot n'est pas un personnage qui m'intéresse. C'est un personnage qui a dérivé d'une gauche de façade il y a 10 ou 15 ans à l'extrême droite de par ses fréquentations, de par ses sorties. L'extrême droite ? Oui, Éric Nolot, il est d'extrême droite. Il a dérivé vers. J'ai pas dit qu'il l'était. J'ai dit qu'aujourd'hui, ses fréquentations se situent dans ce réseau, puisque c'est un ami d'Éric Zemmour qu'il allait soutenir dans un de ses meetings. Vous vous en souvenez ? Voilà, il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui illustrent le fait que Éric Nolot aujourd'hui est beaucoup plus proche de la droite très dure, de l'extrême droite que de la gauche, que c'est difficile de nier ce glissement. Parce qu'il regrette peut-être une certaine gauche, quoi. Aussi, Éric Nolot, non ? Je sais pas. Vous savez, c'est vraiment un personnage qui m'intéresse pas. Bon, à propos de la gauche, l'état de la NUPES et de la gauche, les socialistes anti-NUPES se sont réunis ce week-end autour du maire de Montpellier, à Montpellier. Qu'est-ce que vous dites à cette gauche qui refuse de suivre Jean-Luc Mélenchon ?
Je lui dis rien en fait. Il y a sans doute parmi les gens qui se sont réunis des personnes de bonne volonté et sans doute des gens qui croient en la gauche. Et donc ces personnes, je leur dis de réfléchir, de prendre leur temps, de venir discuter, de ne pas faire dans le sectarisme parce qu'il y a du sectarisme chez certaines de ces personnes. Ils disent qu'il y en a aussi de l'autre côté. Oui, je sais, c'est le reproche qui nous est fait. Mais quand je vois Benoît Hamon qui est allé à ce rassemblement, je me dis qu'il s'y est peut-être un peu égaré. Ou alors qu'il y a des ponts, des passerelles qu'on pourrait enfin dresser, ce qui serait intéressant, parce que moi je ne crois pas. La gauche aujourd'hui et l'écologie sont rassemblés dans la NUPES, avec des sensibilités, c'est ça le propre de la NUPES. Mais c'est vrai, c'est la vraie gauche, c'est-à-dire c'est la gauche de Mitterrand des années 80, je parle en termes de force des propositions. C'est une écologie qui a accepté de faire des choix clairs sur l'économie, par exemple. Donc, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui se réclament du Parti Socialiste, donc d'une forme de gauche, et qui ne soient pas satisfaits de la NUPES, ok, je leur dis, mais peut-être que leur place est plutôt chez Macron, chez la Renaissance. Oui. Éric Caron, venons-en, on vous connaît aussi pour vos combats autour des animaux, sur la cause animale. Vous souhaitez alerter aujourd'hui sur un phénomène dont on commence à parler, c'est-à-dire l'abandon d'animaux, et directement lié aussi à la hausse des prix, à l'inflation, parce que ça coûte de plus en plus cher, effectivement, de nourrir ces animaux de compagnie. Vous travaillez à une proposition de loi. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette proposition de loi, alors ? En fait, ce qu'on essaie de trouver avec mon équipe, ce sont des solutions pour alléger le coût que les animaux de compagnie peuvent faire peser sur le budget d'une famille. Et des abandons, malheureusement, il y en a toujours eu énormément en France, des abandons, surtout à la veille des vacances. Ouais. Et il se trouve que depuis un peu plus d'un an, les refuges, les associations nous alertent sur le fait que ces abandons ont augmenté en raison de l'augmentation du coût de la vie, en raison de l'inflation. Ils le constatent, les acteurs de la protection animale. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la manière dont on pouvait aider les ménages en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne le logement. Mais c'est vrai que c'est un impensé. Ouais. C'est comment on fait pour des animaux. Donc on est en train de réfléchir à la question. On pourrait s'appuyer par exemple, parce que la question aussi c'est comment on fait pour évaluer les coûts qui peuvent s'élever à plusieurs centaines d'euros pour une famille qui a plusieurs chats, plusieurs chiens, parce qu'il y a la nourriture, il y a les litières pour chats qui coûtent très cher pour ceux qui ont des chats à l'intérieur, il y a les frais vétérinaires, il y a la stérilisation, il y a beaucoup de choses. Donc on est en train de regarder avec l'équipe ce qu'on peut faire en se basant notamment sur le fichier ICAT, qui est un fichier officiel de détention des chiens et des chats, et on est en train de regarder quelles sont les solutions pour déposer une proposition de loi. Parmi les pistes, ça pourrait être du crédit d'impôt, ça pourrait être un chèque très ponctuel. C'est une aide financière qu'on essaye de proposer. Du crédit d'impôt pour pouvoir acheter les croquettes pour chat ou pour chien. Oui, alors le problème c'est que le crédit d'impôt, c'est pas forcément la méthode qui est la plus prisée par ma famille politique, c'est laquelle j'appartiens. Oui. Voilà. Donc on est en train de trouver des solutions, mais il faudrait aider financièrement. Donc on est en train, avec mon équipe, de finaliser ça, et je pourrais venir vous en reparler d'ici 2 ou 3 semaines. Oui, et puis il y a les sanctions peut-être contre les propriétaires qui abandonnent leur animal. Elles existent déjà, ces sanctions. Là, en l'occurrence, je pense que ça ne servira à rien de renforcer des sanctions lorsqu'on se retrouve avec un homme ou une femme qui est obligé de se séparer parfois vraiment contre sa propre volonté d'un animal qu'il aime peut-être sincèrement, mais qu'il n'arrive simplement plus à nourrir. Oui, on se souvient aussi de votre combat contre les corridas. Les arènes sont pleines, là. Elles ne sont pas si pleines que ça. Non. Vous savez, c'est ce que dit la communication des aficionados. J'ai aussi des photos qui montrent des arènes à moitié vides. J'ai pas le sentiment que la corrida aille si bien que ça. De toute façon, elle allait pas très bien quand j'ai déposé ma proposition de loi. Je ne crois pas qu'elle se soit rétablie en quelques mois. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que moi, j'abandonne pas le combat pour l'abolition. Là aussi, je travaille à faire en sorte que ce texte puisse être redéposé et qu'on puisse en parler dans l'hémicycle. Enfin, puisque la fois dernière, vous savez que j'ai été empêché d'en parler à cause de l'obstruction parlementaire. L'obstruction, vous parlez d'obstruction à propos des retraites, mais il faudrait parler aussi de l'obstruction que j'ai subie par un certain nombre de députés de la majorité sur cette loi corrida. Donc j'aimerais bien effectivement qu'on parvienne à une loi transpartisane, c'est-à-dire avec des députés de tous les groupes politiques, puisque je sais que dans tous les groupes politiques, il y a des anti-corrida, de manière à ce qu'on puisse enfin discuter le texte dans l'hémicycle. Oui, ça fait 1 an bientôt que vous êtes élu député, après des années de militantisme. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Et votre rôle de député ? Mon rôle de député, j'essaye de le faire vivre chaque jour. J'apprends. Parce que, comme vous l'avez rappelé, c'était pas du tout mon rôle. J'étais pas politique jusqu'à très très récemment.
Donc il faut s'habituer à ce que c'est la vie d'un parlementaire, à ce qu'est la vie de l'Assemblée, avec toutes ces complexités techniques d'ailleurs, dont on voit tous les détails en ce moment avec la réforme des retraites. Je suis extrêmement heureux. Je ne sais pas encore si je suis un député efficace. Je m'y attache. Mon obsession, c'est d'être un député utile, de me dire je sers à quelque chose. J'essayais, lorsque j'étais journaliste, d'être un journaliste utile. J'essaye maintenant d'être un député utile. Mais en tout cas, c'est absolument passionnant, surtout dans la période politique que l'on vit, qui est une vraie période de bascule. Merci Aymeric Caron, Merci à vous, membre Patrick du groupe Roger. LFI à l'Assemblée nationale, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.